Et voilà, c'est la troisième et dernière partie de cette émission, le football international. Nous allons bien sûr parler de l'OM contre le Paris Saint-Germain. C'est le moment qu'attendait justement Bilal dans cette émission. Vous allez voir, il va s'épanouir. Et nous avons toujours avec nous Michel Colani, conseiller de joueurs. Nous avons Bilal avec nous, qui a retrouvé le sourire. Et Noureddine Sali, toujours avec nous, présents, donc nos deux éditorialistes. Alors, il y a la question, le niveau des compétitions intercontinentales a-t-il baissé? Pourquoi? Si tel est le cas, vous continuez encore à intervenir sur nos réseaux sociaux. Nous allons évoquer le football international, mais aussi l'Afrique également dans cette partie d'émission. Voilà, toujours un petit jingle à vous présenter. Une petite virgule, comme on dit souvent. D'abord, la Ligue des Champions avec Monaco, Manchester City et beaucoup de compatriotes étaient présents. Tiens, nous allons voir les images avec le score de 5-3. Pourtant, les Monégasques de Falcao et de Mbappé étaient bien partis, mais en Angleterre, ce n'est jamais facile parce que vous savez, il y avait de grillage en fait autour du terrain. Et donc, le match a basculé en faveur de Manchester avec son entraîneur Pep Guardiola. Et puis, bien sûr, Yaya Touré qui a fait un gros match. Et superbe match aussi du jeune Mbappé. Mbappé qui, normalement, vous voyez le but de Falcao. Et puis le jeune Mbappé qui est franco-camerounais. Alors, après la rencontre, donc, nous allons assister à ce but encore donc, de Manchester City, encore un autre but de cette équipe anglaise. Et le Colombien de Monaco, justement, Falcao, qui était assez déçu. Écoutez. C'est une grande déception et on a gagné 3-2 pendant les deuxième mi-temps, mais je pense qu'on a pu finir le match, mais ce n'est pas comme ça. Elle a marqué 3 buts, mais c'est ouvert et on pense qu'on peut faire un peu meilleur à notre maison. C'était Falcao, le Colombien, donc l'attaquant de l'équipe de Monaco. Nous allons voir, bien entendu, les tableaux pour vous rappeler donc les scores des matchs aller. Et nous attendons bien entendu les matchs retour à partir du mardi 7. Il y aura aussi des matchs le 8 et le 14 également. Vous voyez donc les scores au match aller. Paris Saint-Germain qui avait écrasé le FC Barcelone 4-0. Benfica, Borussia 1-0. Le Real de Noureddine qui avait gagné Naples. Le Bayern qui avait écrasé Arsenal donc d'Arsène Wenger. Manchester City 5 contre Monaco. Bayern Leverkusen contre l'Atlético de Madrid 2-0. Le FC Porto avait perdu sur son terrain devant la Juventus de Turin 2-0. FC Séville qui avait gagné 2-1 contre Leicester. Donc, d'où le départ aussi de l'entraîneur de Leicester. Hein. Ouais. C'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est pas beau. La façon dont il est parti, la première fois qu'il avait apporté un titre de première ligue aux Foxes, à ses supporters, même les supporters n'ont rien compris, José. Pour un grand entraîneur, aussi charismatique que Claudio Ranieri, quand même, je trouve que c'était pas à faire, surtout en cours de saison. On aurait pu attendre la fin de saison. Parce que là, le 2-1 fait à Séville, c'était pas, je trouve, quand même un si mauvais résultat avant de les accueillir du côté de l'Angleterre. Oui, et puis vous savez que les entraîneurs seront bien éjectables. Qu'est-ce que vous a marqué pour ces matchs allés, mon cher Michel? Le match Manchester City-Monaco. Oui, quel gros match. Ah oui, c'est un match qui est parti à 200 à l'heure. Et puis, bon, Falcao, c'est bien beau, pénalty raté, le gardien qui se trouve. S'il avait mis son pénalty... C'est un tir de débutant. Pourquoi il s'est arrêté? Oui, mais je ne sais pas comment... Voilà. C'est lui qui a ramené le pénalty, il ne fallait pas le tirer. Ben oui, il laisse quelqu'un tirer. Et puis le gardien, s'il avait arrêté, il n'avait pas fait ses beaux, normalement, Monaco, ça sera donné une autre chose, un autre résultat. Mon cher Noureddine, le Paris Saint-Germain va à Barcelone. Ouais. Alors, ça va être dur? Bon, dur, je pense que le travail a déjà été fait à domicile. Ça reste toujours le Barça, mais un Barça fébrile. On l'a déjà vu, les derniers matchs du Barça, soit au championnat, soit en Ligue des Champions. Même le match d'hier, normalement, il ne devrait pas le gagner contre l'Atlético. Mais je pense que le Barça ne va
pas se laisser, on va dire, écraser à domicile. Mais je pense, entre les deux matchs, je pense que le Paris Saint-Germain va passer facilement dans ce match-là. Oui. Alors, mon cher Bilal, maintenant, Bilal, qui n'a peut-être pas vu le match, le Classico de dimanche soir entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Bilal, si vous voulez, nous allons commenter ensemble les buts donc, de ce Classico. Le Paris Saint-Germain qui n'a pris qu'une bouchée. Bilal, je vous laisse regarder ces buts. Donc, je vais avec, bien sûr, but. donc, le premier but de Marquinhos, pardon. Voilà. Ensuite, le deuxième. Belle construction. Et la passe, il faut souligner, de Pastore, incroyable. Là, je dirais que Pelé est à la ramasse. C'est Lucas pour le troisième. Là aussi, encore Pastore sur le côté. Même pas Meunier. Et puis, nous allons voir donc la réduction du score pour Watfani, pour Marseille. Et puis on continue du côté de Paris. Bien sûr. Oui, alors, qu'en pensez-vous, Bilal? Marseille vit sur, on va dire, sur une autre planète. Il faut aujourd'hui le dire clairement que Paris, surtout en championnat, vis-à-vis des poursuivants tels que Bordeaux, Marseille ou même Lyon, ne jouent plus dans la même cour. Je dirais que Paris et Monaco jouent à part. Et aujourd'hui, Marseille est dans un projet où on se doit de patienter afin de pouvoir recruter et d'amener les joueurs qui pourront apporter cette sérénité et cette évolution dans le jeu, justement. J'ai vu qu'en arrivant ici, sur notre plateau, vous avez offert un paquet de Kleenex à Michel. Pourquoi, Michel? Parce que vous étiez... Non, je suis supporter de Marseille. Non, mais il n'y a pas photo. Comme je dis, il n'y a pas photo. On peut pas... Il y a une équipe qui vaut presque 250 millions et en face, il y a une équipe qui vaut 50 millions. Il n'y a pas photo. Mais ce que moi, j'ai vu le match hier, c'est vrai que Paris, actuellement, ils sont sur une dynamique parce que le match du Barça, là, devant, il y a des trous partout. Oui, il y avait des trous. Il faut le saisir. Quand on a des occasions, on ne le met pas au fond. Après, on regrette. Mais c'est ce que Paris fait aujourd'hui. Monaco a fait. Le match, ils ont fait combien? Ils ont fait 0-0 au parc. Là, ils ont trouvé la faille, ils l'ont mis. Ouais, ils ont été supérieurs à Marseille. Maintenant, c'est l'année prochaine, on va voir comment le président le propriétaire de Marseille va faire pour pouvoir... Monsieur Marcourt, nous redis un petit mot rapide sur ce match, le Classico. Le des classicos dans le monde. Hein. J'aime pas ce mot-là quand on parle de classico. Il n'y a qu'un seul classico dans le monde. On l'appelle le classique aussi. Ouais, le classico, il n'y a qu'un seul au monde. Il n'y en a pas deux. Je pense qu'actuellement, c'est vrai qu'on vit toujours sur un petit peu le passé glorieux. Entre autres de l'OM, quand les équipes jouaient le haut du tableau, premier, deuxième. Là, je pense qu'il n'y a pas comparaison. C'est une équipe qui est sur une autre planète, le PSG. Et l'OM, il est en train de revenir, peut-être avec le projet. Il ne faut pas oublier que le président vient d'arriver. On commence le mercato à ramener des joueurs. Peut-être dans 2-3 ans, on pourra parler de cette rivalité. Mais actuellement, je pense que c'est erroné de comparer les deux équipes. Monsieur, nous allons partir ou rester chez nous tout simplement avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui a débuté ce dimanche 26 février en Zambie. Le tenant du titre, le Nigeria, nation la plus titrée chez les juniors, ainsi que le Ghana seront les grands absents justement de cette CAN U20 2017. Le vice-champion, le Sénégal, le Mali et la Guinée sont ainsi vus comme les potentiels favoris de cette compétition. Ibrahima Dioumaba et après on va en parler. 3 semaines après la CAN Gabon 2017, le football reprend ses droits sur le continent. La Coupe d'Afrique des moins de 20 ans a démarré ce dimanche 26 février en Zambie. Les espoirs du football africain vont s'affronter jusqu'au 12 mars à Lusaka et Ndola. Cette compétition sera marquée par l'absence du tenant du titre, le Nigeria, cette fois champion de cette compétition. Écoutez, c'est vrai que ces dernières années, le Nigeria était vraiment considéré comme l'une des meilleures nations de football dans cette catégorie, et chez les cadets, mais aussi chez les juniors, même si la tendance est un peu inversée ces derniers temps, parce qu'il y a l'émergence des équipes de jeunes du Mali, par exemple. Nous avons aussi les équipes de jeunes du Sénégal, surtout les juniors, qui commencent à montrer quand même qu'il y a du potentiel aussi dans ces pays-là. Maintenant, le Nigeria est certes absent, mais quand même, si on prend les derniers résultats, surtout sur les dernières compétitions, notamment la dernière édition en date, on se rend compte quand même que les deux meilleures nations dans cette catégorie-là sont bien de la partie.
Avec l'absence du Nigeria et du Ghana, le Sénégal, vice-champion en titre, le Mali et la Guinée peuvent prétendre à la victoire finale. Cependant, ils devront faire face aux pays hôtes, la Zambie, mais aussi au Cameroun et surtout à l'Égypte. Comme lors de la CAN Senior, les surprises ne vont pas manquer selon certains observateurs. Écoutez, d'abord, l'Afrique du Sud, ça on le sait, si on prend un peu les résultats des équipes nationales ces derniers temps, ça le fait pas du tout, c'est vrai. Maintenant, c'est une aubaine pour cette équipe sud-africaine, d'autant plus que la compétition se joue en Afrique australe. Donc ça, c'est un tremplin pour cette équipe-là. Ils maîtrisent un peu l'environnement. Et à partir de cet instant-là, parce que le climat en Afrique australe, c'est presque la même chose en Afrique du Sud en ce moment, en Zambie et en Afrique du Sud. Donc il y a cet aspect-là qui va plaider en faveur de cette équipe sud-africaine. Il y a aussi l'émergence des Mamelodi Sundowns qui aujourd'hui monte beaucoup plus en puissance. Et ça peut être vraiment une très bonne dynamique pour cette équipe sud-africaine de montrer qu'au-delà de nos équipes nationales seniors, il y a cette équipe nationale junior qui est capable de renverser la vapeur. Dans le groupe A, la rencontre entre le Mali et la Guinée sera capitale pour la qualification au second tour. Dans le groupe B, les matchs Cameroun-Sénégal et Afrique du Sud-Sénégal sont très attendus dans une poule très relevée. Ces dernières années, les équipes du Mali, du Sénégal et de la Guinée ont multiplié les performances dans les équipes de jeunes. Les 4 demi-finalistes représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde U20 du 20 mai au 11 juin 2017 en Corée du Sud. Juste un petit mot pour vous dire que la Zambie a gagné son premier match contre la Guinée, 1-0. Égypte-Mali, 0-0. Attention à l'Égypte, même chez les jeunes, l'Égypte peut être dangereux. Et au classement provisoire, la Guinée est en tête avec, pas la Guinée, la Zambie est en tête avec 3 points devant l'Égypte, ex-aequo avec le Mali. Et la Guinée est à la dernière place. Alors, avant de retrouver le plateau pour parler des U20, l'âge de la jeunesse, justement, c'est 20 ans. Hein, c'est l'âge où on s'épanouit, l'heure du choix aussi, pour certains, comme pour le monégasque qui est franco-camerounais, Mbappé. Les pays africains perdent énormément de joueurs qui ont la double nationalité, un éternel problème, mais c'est le pays le plus prompt qui rafle la mise, souvent. Et que pense l'ex-international camerounais Lucien Métomo sur la question? Écoutez-le, et puis après on va discuter. C'est des problèmes de l'administration, il me semble, et que ces administrations européennes essayent d'organiser le mieux possible le boulot. Mais bon, on ne peut pas reprocher à un gamin qui arrive et qui doit faire son travail et qui est confronté à cette situation-là. Ça ne me pose pas un problème dans le principe. À partir du moment où on ne changera pas ce que ce garçon représente ou ce qu'il est en réalité. Il est camerounais, il est sénégalais, il est malien, il est français, c'est une double culture, c'est toujours bien. Oui, mais messieurs, comment nos gouvernants peuvent se rater comme ça? Ces garçons peuvent nous échapper. C'est difficile, vous allez me dire que je pose une question. Non, mais ce n'est pas difficile, bizarre, José. C'est vrai, c'est bien de poser cette question parce que moi, il y a eu un moment à l'époque où moi, je travaillais beaucoup pour les centres de formation, je recrutais pour les centres de formation. Quand j'allais, par exemple, à Metz, à Wavre, tout ça, il y a des jeunes qui sont là. Quand je leur pose la question, est-ce que vos dirigeants, les fédérations viennent vous voir au centre, ils disent non. Quand l'équipe de France vient, c'est normal que les jeunes ils optent pour l'équipe nationale de l'équipe française. Alors ça qui se fait, j'ai l'impression que c'était qu'elle. Hein. Il y a d'autres pays, il n'y a pas que la France non plus. Il ne faut pas incriminer la France. Mais la France fait jouer ces garçons. Et après ça, ces garçons ne peuvent plus rejouer avec... Non, le système, c'est que la Fédération française attend, les dirigeants de la Fédération attendent d'abord de voir, ils savent que le gamin, il est d'origine de tel pays. Ouais. Ils attendent d'abord pour voir si la fédération du pays d'origine va venir approcher le gamin. Si au bout d'un moment, ils voient qu'ils ne viennent pas, eux, ils font la proposition au gamin et le gamin accepte parce qu'il voit que ses copains aussi jouent en équipe de France. Voilà. La presse aussi ne joue pas un rôle parce qu'en ce moment, j'entends surtout la presse qui dit oui, Mbappé
On espère qu'il sera appelé pour la première fois en équipe de France. Est-ce qu'on ne met pas la pression sur l'entraîneur aussi en même temps? On met aussi la pression sur les entraîneurs. Parce qu'il est franco-camerounais, il faut le rappeler, il aurait pu jouer avec le Cameroun, comme Titi, qui joue au Barça, et qui joue avec l'équipe de France. On met beaucoup la pression sur les entraîneurs, même sur la famille, à ce niveau-là. Et je trouve que notre invité a raison, c'est qu'en fait, les joueurs en centre de formation sont beaucoup plus approchés par la DTN française que par les DTN africaines et des nations africaines, José. Et ça, c'est un fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui, justement, sont attirés par les grandes nations africaines. Pourquoi? Parce que des fois, le travail n'y est pas fait. On peut le voir en Hollande, où le Maroc commence réellement à s'investir à travers l'Allemagne et la Hollande, à attirer ces jeunes pépites. On aura l'occasion d'y revenir, mais nous redisons un petit mot rapide parce qu'on a presque terminé cette émission. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'argent? Et la CAF, justement, se bat Malheureusement, on n'a pas de temps parce que c'est un problème c'est un sujet qui est très, très important. D'abord, j'ai discuté avec mon ami Michel dans les coulisses à propos de ça. Je pense qu'il ne faut pas voir que de notre côté. De l'autre côté aussi, quand on voit 80% des joueurs qui sont issus des centres de formation ici en France, ils vont... Est-ce que ça fait plaisir les Riyad Mahrez, par exemple, sera sélectionné avec l'équipe de France? Il est formé en France, mais il va jouer mais il faut voir. Donc c'est un problème institutionnel et qu'il faut se pencher de la part de la CAF et de la part de la FIFA pour trouver une solution à ce problème dans les deux sens, je pense. Eh bien, exactement. Messieurs, nous allons nous arrêter là. Je voudrais juste vous signaler que François Omane-Biik, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables, avec 47 buts, a été appelé à la tête de la République centrafricaine de football pour 2 ans. Bravo pour François Omane-Biik, que nous saluons justement parce que je sais qu'il nous suit de près. Et son assistant s'appellera M. Jean-Baptiste Bissek, qui a été formé dans le nord de la France. Maintenant, la réponse à la question, le niveau des compétitions internationales a-t-il baissé? Pourquoi, si tel est le cas? Eh bien, il y a pas mal de réactions. Et nous avons par exemple Eric Aouzi qui nous dit, souvenez-vous, le Afia Football Club de Conakry a remporté 3 titres de champion de la Coupe d'Afrique des clubs champions, justement. Il y a Mille Edge qui nous dit, aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petits pays en matière de football. Plus tard, les pays comme la Guinée-Conakry vont créer la sensation. Et puis, dernière intervention, c'est celle de Samuel Lianga qui nous dit « Demandez-nous plutôt ce qu'on pense de la régression du football en Guinée-Conakry. » Voilà donc ce qu'il fallait retenir. Pour l'essentiel de ce magazine de l'AFC, attention, lundi prochain, nous allons consacrer une bonne partie de l'émission au football féminin, parce que les femmes ont aussi leur place sur Africa 24. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre invité et merci à nos éditos. Et on se dit à très vite et restez avec nous pour d'autres infos sur Africa 24 d'ici quelques secondes. Merci encore.